Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, l'objectif c'est de parler des antiparasitaires externes. Pipettes, colliers, comprimés, sprays, il y a plein de formes qui existent, mais alors laquelle choisir pour votre animal? Eh bien, c'est un sujet que nous allons aborder sans tabou avec mon confrère, le docteur vétérinaire Amaury Briand, spécialiste en dermatologie chez Advesia. Alors suivez-moi. Bonjour Amaury. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans le service dermatologie chez Advesia avec Nova, une très jolie berger américain miniature, je précise, de 8 mois. Écoute, aujourd'hui, je suis contente de faire avec toi un épisode qu'on nous demande depuis longtemps. Oui, c'est vrai. On va pas rentrer dans les polémiques, mais le but c'est d'être hyper pédagogique sur un match anti-puce et anti-tique. Tout à fait. Vaste programme. Oui, en effet. Donc, on va commencer d'abord par le mode d'action de tous ces antipuces anti-tiques parce que c'est très varié. Vous allez voir, il y a ceux qui passent dans le sang. Oui, tout à fait. Et ceux qui restent en surface de l'animal. Oui, exactement. En fait, en fonction du produit qu'on va utiliser, on va avoir différents modes d'action. On va avoir ceux qui vont agir par contact à l'extérieur, en fait, donc qui vont tuer le parasite parce que le parasite va toucher le produit. Et puis il y a ceux qui vont diffuser une fois que le parasite aura sucé le sang, piqué l'animal et qui se sera nourri. Et là, ça va avoir une action par l'intérieur. Donc en fait, on parle d'une action de contact ou d'une action systémique. Voilà, donc ces parasites systémiques sont ceux qui passent dans le sang, les parasites de contact sont ceux qui restent à l'extérieur, mais en tant que vétérinaire, nous, on ne peut pas forcément juger s'il y en a un qui est mieux que l'autre. Non, parce que en fait, chaque produit a une efficacité qui a été testée par les laboratoires et qui a montré toute son efficacité. Donc, il n'y a pas forcément de préférence. C'est juste des modes d'action dont il faut avoir conscience. Voilà. Donc deux modes d'action différents pour tout ce qui est donc pipette, mais j'ai envie de dire même pour tout ce qui est antiparasitaire externe de façon générale. Oui, tout à fait. Comme le disait Amaury, effectivement, ces produits sont testés. Ils ont ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, comme tout médicament. Ouais. Et donc, il faut savoir que nous, vétérinaires, on doit, si jamais il y a un moindre problème d'efficacité ou de tolérance, remonter tout ça à l'agence du médicament. Et vous, propriétaire, vous pouvez aussi le faire en direct. Et bien entendu, s'il y a trop de cas un jour, les produits sont retirés du marché. Exactement, tout à fait. Ce qui montre que c'est efficace. C'est efficace et puis surtout c'est rassurant parce qu'on a un retour terrain constamment et ça permet d'analyser les données du terrain et puis de faire remonter les informations. Ouais. Exactement. Alors, on va commencer par une galénique qui est celle qui est hyper connue des propriétaires, qui est celle des pipettes. Oui, tout à fait. Il y a deux types de pipettes, les Spot-on et les Line-on. Ok, alors j'irais même plus loin parce que là on parle du mode d'application. Donc Spot-on, on va déposer le produit en un point. Généralement, on préconise que ce soit entre la base du crâne ou la zone interscapulaire, donc entre les épaules. Et puis le line-on, c'est plutôt donc, une ligne qu'on va déposer sur la ligne du dos. Mais si on parle des pipettes, il faut se dire qu'il y en a certaines qui vont avoir donc, une action de surface avec le produit qui va diffuser sur tout le corps de l'animal. Et puis certains produits pour lesquels en fait on va avoir une absorption transcutanée, donc le produit va passer à travers la peau et va diffuser ensuite dans le système sanguin. Ouais. Donc ça c'est les modes d'application, mais je voulais préciser quand même Spot-on, Line-on pour que les gens soient conscients que selon ce qu'il y a écrit sur la boîte du produit, vous n'allez pas l'appliquer de la même manière. Mais en même temps, les Spot-on, parfois on est obligé de mettre, selon la taille du chien, à fait. 2 voire 3-4 points pour que le produit diffuse bien. Oui, tout à fait. Puis même, j'irais même rajouter un petit détail, c'est que dans certains cas, si on met toute la pipette en un point, on va avoir tendance à répartir le produit sur le pelage plutôt que sur la peau. Ouais. Donc il vaut mieux faire quelques petits points les uns à côté des autres pour être sûr de mettre le produit bien au contact de la peau pour que ça diffuse à la surface de la peau, plutôt que ça reste aggloméré et que ça agglutine le pelage et que ça ne soit pas aussi efficace. Pas efficace. Donc de toute façon, comme tu le disais, il faut bien écarter les poils de l'animal, surtout si, comme Nova, c'est un chien qui a pas mal de poils bien fournis, pour que ce soit bien en contact avec la peau. Et puis, ces pipettes, elles ont une particularité, c'est qu'il faut les appliquer. Si on vient de shampouiner son chien, il ne faut surtout pas appliquer la pipette tout de suite, il faut attendre 48 heures. Pourquoi alors, il faut attendre que le film hydrolipidique de la peau soit reformé pour que le produit bien diffuse à la surface de celle-ci.
Et de la même façon, une fois qu'on a appliqué un produit qui est censé diffuser sur la peau, on va éviter les shampoings dans les 48 heures qui suivent, bien sûr. Donc pas de pipette, en tout cas, je le répète moi tout le temps, pas de pipette 48 heures après un shampoing, moins de 48 heures après un shampoing, parce qu'il faut le temps que ça se reforme, parce que sinon effectivement, on peut être amené à constater l'inefficacité du produit. Et pas de shampoing juste après. Et pas de shampoing, bien sûr, juste après. On attend un peu. Pas de shampoing, et puis on attend que ce soit sec aussi par rapport, surtout si on a des enfants, mais même pour soi, on ne va pas tout de suite caresser l'animal parce que forcément, il y a du produit sur la peau. C'est ça. Et nous, on n'a pas besoin d'être déparasités a priori. Normalement, ça va. Donc, en effet. On n'a pas... exactement. Alors, ces pipettes... On va rentrer dans une question aussi qu'on a souvent. Tu as des produits qui sont insecticides et tu en as d'autres qui sont répulsifs. Oui, tout à fait. Donc en fait, il y a deux fonctions principales. Celle de faire partir les parasites ou d'empêcher qu'ils aient envie de venir sur l'animal, donc la fonction répulsive. Et puis ceux qui vont aller tuer directement le parasite par contact ou suite à une ingestion. Donc c'est vrai que les deux sont complètement compatibles et puis complémentaires, parce qu'on a certains insectes, notamment certains moustiques, on n'a surtout pas envie qu'ils aillent piquer nos animaux de compagnie. Donc l'action est, elle, très intéressante à ce niveau-là. Tu penses aux phlébotomes? Oui, tout à fait. Qui sont maintenant présents non seulement dans le sud, mais qui remontent petit à petit et pour lesquels il faut vraiment éviter toute piqûre pour le risque de transmission de leishmaniose. Donc je vous invite à revoir notre épisode justement sur la leishmaniose, puisque c'est ce dont parlait Amaury, avec ces fameuses piqûres de moustiques qu'on veut éviter pour nos chiens. Il y a aussi une question qu'on a souvent. Oui, mais alors moi, je suis plus pour les produits naturels, j'ai plus tendance à prendre des pipettes répulsives. Alors, la question se pose d'efficacité entre des pipettes répulsives ou des pipettes insecticides. Quel est ton point de vue? Alors, ce qui est important quand on parle d'efficacité, c'est de savoir comment est-ce qu'elle a été évaluée. Donc moi j'aurais tendance à ne pas forcément préférer l'une ou l'autre formulation tant qu'on sait que l'efficacité est là. En revanche, c'est vrai que pour les produits naturels entre guillemets, on peut avoir des actions répulsives sur certaines huiles essentielles par exemple. On a des gens qui aiment bien utiliser ces produits-là. Alors attention à l'automédication, attention aux réactions sur la peau des animaux particulièrement sensibles pour ces huiles essentielles. Tu penses aux huiles de lavande ou de géraniol par exemple? Qui peuvent exactement être intéressantes pour leurs vertus répulsives, mais qui ne sont pas forcément aussi efficaces que les produits qu'on utilise et qui ont été testés en laboratoire. Et qui ont une AMM justement. Exactement. Les insecticides ont une AMM. Tout à fait. D'accord. Mais par contre, ce que tu me disais aussi, c'est qu'on peut utiliser l'un et l'autre éventuellement. Tout à l'heure, tu parlais de l'action répulsive de certaines huiles essentielles contre les moustiques, parce que toutes les pipettes insecticides n'ont pas forcément ce spectre contre les moustiques. Oui, tout à fait. Alors certains produits vont utiliser deux molécules qui vont avoir des actions complémentaires. Donc là encore, il faut en discuter avec le vétérinaire traitant pour savoir quelle est la meilleure option à utiliser. Et puis tout dépend aussi de la galénique, parce que ce soit pipette ou collier, on peut avoir ces actions différentes. Donc les pipettes, l'avantage, c'est qu'on peut les utiliser chez un animal chiot ou chaton très jeune. Oui, tout à fait. En général, on dit 2 mois, mais bon, le mieux, c'est toujours de lire la notice. Pareil, chez une femelle gestante ou allaitante, le mieux, c'est de lire la notice aussi. Exactement, parce qu'il y a des produits qui sont testés en cas de gestation ou de lactation, d'autres qui ne l'ont pas été. Donc, toujours se référer justement à ce qu'on appelle les RCP pour vérifier que le produit est bien adapté à chaque situation. Donc RCP, en résumé, c'est la notice. C'est résumé des caractéristiques du produit. Je le dis parce que je fais le petit mémo quand même. Voilà. Et effectivement, et c'est bien de le voir. En tout cas, pipette, toi, est-ce que tu dirais à certaines personnes, selon leur mode de vie, par exemple, j'ai un chien qui va souvent se baigner l'été dans la mer. Est-ce que dans ce cas, tu dis, bah oui, ce sera peut-être plus pipette ou peut-être plus une autre forme? En fait, c'est vrai que la peur qu'on peut avoir si on a l'utilisation d'une pipette sur un animal qui va être souvent en baignade ou qui va être souvent shampouiné, on peut avoir peur qu'on ait une moindre efficacité. Là encore, on peut conseiller soit d'administrer le produit un peu plus régulièrement, un peu plus souvent, mais on peut passer à d'autres formes. Par exemple, les formes par voie orale, là on est sûr qu'on n'aura pas un souci
d'efficacité de diffusion, par exemple. Alors, juste avant de passer au comprimé, parce que tu as précédé justement ma question, les pipettes en moyenne, en durée d'efficacité, parce que souvent elles sont plus éthiques en général, elles tuent les adultes sur l'animal, les larves dans l'environnement direct. Alors, faites attention aussi aux allégations qui disent ça tue les parasites sur l'animal et dans l'environnement. C'est pas tout à fait ça. Donc faites attention en effet, parce que c'est vrai qu'on est souvent sur certains produits que l'antiparasitaire externe que l'on peut vous proposer en pipette traite et l'animal et l'environnement. En fait, c'est pas tout à fait l'environnement complexe, ça traite, parce que le produit va sur l'animal. L'animal perd tous les jours des squames de façon naturelle, et en fait c'est les larves qui sont dans l'environnement direct de votre chien ou de votre chat, donc sur le panier, être en contact. Qui vont être en contact. Alors il faut faire attention à quelque chose, c'est que les formes juvéniles peuvent être atteintes par les produits. Alors les cocons sont une forme de résistance, donc dans l'environnement il y aura toujours une forme résistante, mais le but de faire un traitement quel qu'il soit, c'est de le faire régulièrement. Parce que comme ça, les formes en dormance vont devenir des formes adultes, in fine, et puis vont se tuer en allant au contact de l'animal. Oui, tout à fait. Mais bon, et ça n'empêchera pas d'utiliser parfois pour traiter la maison des sprays d'environnement pour traiter localement au niveau des plaintes, les lames de parquet, tout ça. Ça, surtout en cas de forte infestation. Parce qu'en général, les produits qu'on utilise pour l'animal vont servir aussi à, on va dire, stériliser l'environnement, puisqu'il n'y aura plus de forme ni sur l'animal ni dans l'environnement. Donc on a dans l'ensemble, sur l'ensemble des produits qui existent en pipette pour chiens et chats sur le marché, sans citer de nom, on a des durées d'action qui sont assez similaires en moyenne contre les puces ou contre les tiques. Bon, si on devait faire une moyenne. Que ce soit pour les chiens ou pour les chats, les pipettes qu'on va utiliser vont avoir une durée d'action environ de 1 mois. On a certaines molécules qui vont être efficaces un peu plus longtemps, à 3 mois parfois. Donc, mais globalement, c'est ça. C'est ces durées-là. Alors, si on veut vraiment une durée d'action plus longue, mais juste avant ça, je vous rappelle juste un petit point, et c'est vrai qu'à chaque fois, je vous le redis, faites attention, il y a des molécules en pipette pour chiens qui contiennent de la permétrine, et la permétrine, c'est très toxique pour le chat. Ne mettez jamais une pipette chien sur votre chat. Vous pensez que vous allez économiser en n'allant pas chercher un produit pour chat, mais vous n'allez pas économiser du tout. Vous allez vous retrouver chez le vétérinaire parce que le chat tolère très mal la permétrine. Exactement, c'est mortel. Et là, pour le ça chat. peut être mortel. Donc, surtout, jamais de pipette chien sur un chat. Moi, je recommandais toujours, si jamais il y avait une erreur d'application, de mettre du produit vaisselle qui est très dégraissant sur le chat. Pour tout de suite retirer le produit. Et puis, on va chez le vétérinaire. On va chez le vétérinaire rapido. Tu parlais de durée d'action. Alors c'est vrai que parfois c'est compliqué pour un propriétaire de dire bah oui, tous les mois, il faut que j'y pense, il faut que je mette dans le calendrier pour mon chien ou pour mon chat qui n'aime pas forcément qu'on lui mette la pipette. Exactement. Parce que c'est pas toujours évident. Il y a une autre forme qui est le collier. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus longue d'action. Voilà, c'est une alternative avec une durée d'action beaucoup plus longue. Donc plusieurs mois jusqu'à 8 mois en général, c'est ce qu'on entend. Et c'est vrai que c'est intéressant pour les gens qui ne veulent pas s'embêter, entre guillemets, qui veulent poser le collier antiparasitaire et être tranquille pour plusieurs mois. Donc c'est vrai que c'est économique. Le seul souci, c'est, bon, effectivement, quand on a des enfants, on a toujours un peu peur de mettre un collier, parce que un collier, c'est une trame polymère qui contient le principe actif, puis ça se libère au cours du temps. Le collier, si vous allez avec un chien qui va souvent se baigner, que ce soit dans la mer, dans les étangs, tout ça, moi, je recommandais toujours de l'enlever avant la baignade pour le remettre après la baignade. Oui, éventuellement, c'est vrai. Parce que sinon, il perd en efficacité quand même un peu. Alors, l'avantage quand même, c'est que comme le collier va être fixé constamment, bon, il va continuer à diffuser, donc peut-être que l'efficacité sera un peu moins longue, ça c'est vrai. Donc, à adapter en fonction des situations. Mais c'est vrai que bon, le collier a aussi, donc, en plus de l'avantage d'être constamment sur l'animal, son efficacité, elle est quand même assez constante dans le temps. Attention quand même à bien fixer le collier. Oui, alors j'allais y venir parce que alors moi, dans mon expérience professionnelle de jeune véto, j'ai souvent vu des cas où parfois on avait des chiens qui arrivaient avec une zone qui était très inflammée sur la peau parce que le collier était trop serré. On disait toujours 2 doigts. C'est ça, c'est exactement ce qu'il faut avoir en tête parce que si le collier est trop serré, ça peut faire des frottements, donc on peut avoir une irritation mécanique
vraiment par frottement. Et puis certains, on peut aussi avoir une action délétère parce qu'on va avoir une macération ou avoir une concentration trop forte du produit et donc des réactions de contact. Du pus, des choses comme ça. Plutôt parfois. Des choses superficielles quand même en général, mais c'est vrai qu'on peut avoir des dermatites de contact qui peuvent être assez délétères localement et être assez douloureuses. Ouais, c'est Heureusement, c'est rare. C'est rare. Bon. Et puis parfois, quand on a un chat, on se dit bah, mon chat, il sort beaucoup, il grimpe dans les arbres. Donc c'est vrai que les labos, au fil du temps, ils ont développé le système sur les colliers anti-étranglement. Ça peut vous paraître étonnant, mais bah oui, un chat qui se prend par son collier dans une branche, il y a eu des cas de chats qui se sont étranglés. Exactement. Donc heureusement, on a des systèmes sécurisés, entre guillemets, qui permettent au chat de se libérer s'il était coincé quelque part. Donc ça se fait maintenant assez couramment et heureusement. Mais c'est vrai que dans certains cas, si le chat a tendance à sortir énormément et être très aventurier, on va peut-être préférer d'autres formes par mesure de sécurité. Voilà, donc on va y arriver après. De toute façon, on a fait aussi un petit quiz des questions les plus fréquentes sur les antiparasitaires externes parce que effectivement, quand on a un bouvier bernois qui fait 70 kg ou un chihuahua qui est tout petit, on ne va pas forcément choisir la même forme. Donc je vous invite à le revoir. Et le collier aussi, il a généralement une longueur qui est standard. Oui, c'est vrai. C'est à nous de le couper quand il est mis sur l'animal. Exactement, donc il faut bien regarder le mode d'emploi, bien fixer, laisser l'espace suffisant et puis le découper en fonction de sa taille et de ce qu'il reste une fois qu'on l'a posé sur l'animal. Voilà, et puis surtout d'écarter les enfants pendant quelques heures après la pause parce que c'est là qu'il va libérer un maximum de principes actifs. Et puis bien jeter dans un endroit sécurisé le reste du collier pour pas qu'il y ait d'ingestion. Exactement. Ouais. Alors justement, tu parlais d'une forme qui permet de s'assurer que l'animal a bien pris la bonne dose de son antiparasitaire externe, c'est les comprimés. Oui, tout à fait. Alors sachant que les comprimés, maintenant les labos ont développé pour certains des formats pétones, pour d'autres des comprimés adaptés à la taille de l'animal. On ne va pas rentrer dans les marques et tout ça. Oui, tout à fait. Mais là, par contre, donc, le principe actif est pris par voie orale par l'animal et après ça diffuse dans le sang. Exactement. Et ainsi, donc, quand le parasite va piquer le chien ou le chat, il va se nourrir de sang et il va s'intoxiquer et mourir. Alors j'ai une question. Justement, j'ai un chien qui est très allergique. Qui a de grosses allergies de peau, ça te parle, tu vois ça tous les jours. Tout à fait, oui. Est-ce que finalement c'est embêtant de lui donner un comprimé, sachant que finalement le parasite, il n'a pas d'effet répulsif sur le parasite, c'est-à-dire qu'il va quand même être obligé de piquer, que ce soit une puce, soit une tique, pour avaler finalement l'antiparasitaire et mourir. Est-ce que c'est embêtant ou pas? Non, c'est pas embêtant. Il y a de nombreuses études qui se sont intéressées à ce problème-là, justement, à l'évaluation de l'efficacité de ces médicaments en cas d'allergie aux piqûres de puces. Et il se trouve que c'est très efficace. Donc l'efficacité là sur ce type de maladie a été prouvée. Donc c'est intéressant, même si ça nécessite que le parasite se nourrisse. D'accord, donc il y a plein de comprimés maintenant qui existent sur le marché pour nos chiens et pour nos chats. Oui. Si on devait donner une durée moyenne d'efficacité des comprimés? Alors là encore, la plupart c'est un mois environ, 28 jours. Certains ont une durée d'action plus longue, 3 mois. D'accord. Donc là, encore une fois, c'est un peu à chacun de choisir la préférence. Il faut bien lire la notice. Alors, il faut bien lire la notice. Bon, en général, on est quand même bien habitué à ça, on sensibilise les gens et il suffit de se faire un petit rappel dans le téléphone ou autre et puis ça se passe bien. Et puis, il y a une dernière forme, pour finir en beauté cet épisode, qui est celle qui est bien connue des sprays. Alors, moi, j'allais dire, spray, est-ce que c'est une forme un peu du passé des antiparasitaires externes ou est-ce que c'est une forme qui peut être très pratique, sachant qu'on a pas mal dans notre exercice d'appel parfois de clients qui disent oui, mais c'est moins efficace. Peut-être qu'ils ne détrempent pas assez leur chien finalement. C'est ça. En fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez connu parce qu'initialement, c'est ce qu'on utilisait quand même depuis un certain temps. Et le problème, c'est que le manque d'efficacité vient du fait qu'on n'en met pas assez. Donc si on suit la prescription, il faudrait détremper le chien ou le chat pour avoir une efficacité. Et là, encore une fois, bien vérifier que le spray est adapté au chien et ou au chat, parce que les deux, comme pour les pipettes, peuvent être dangereux pour les chats, et bien s'assurer de la dose nécessaire. Et bien souvent, on se rend compte que c'est ça qui manque, c'est ça qui pêche. Alors, pour certains parasites qui ont une activité, on va dire, externe, par exemple les poux, qui ne vont pas avoir la possibilité de se nourrir de sang et donc si on donne un antiparasitaire qui passe par le sang, ça ne sera pas efficace. Là, un topique peut être efficace.
Donc il faut par exemple utiliser le spray de manière localisée et pourquoi pas le compléter ensuite quelques semaines plus tard pour être sûr que l'efficacité est optimale. Mais c'est vrai que ça reste une forme qui est parfois difficile à utiliser correctement par les gens. Oui, donc topique, c'est une action qui est par voie finalement locale, hein, externe, locale. Quand tu dis compléter, c'est que finalement on peut donner un spot-on et puis occasionnellement, parce que sinon on a un risque de surdosage quand même à un moment de principe actif, mais occasionnellement on peut mettre un peu de spray si nécessaire, ou période de forte infestation. En tout cas, je te remercie. Finalement, à chacun de choisir la forme qui lui convient. Exactement. Et votre vétérinaire, de toute façon, sera la meilleure personne pour vous conseiller selon le mode de vie de votre animal. Selon aussi que vous ayez parfois vous êtes peut-être multipropriétaire, hein. Ça peut être aussi un choix. Donc n'oubliez pas, sur les boîtes, vous aurez le logo du chat barré sur les produits chiens qui seront déconseillés pour votre chat. Et puis selon si on a une bonne mémoire ou pas pour réinitialiser. Exactement. On a de la chance d'avoir une galénique très très large, hein, donc des formes différentes. Donc autant en profiter pour protéger nos animaux. Voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura appris pas mal de choses sur les différentes galéniques. Vous l'aurez compris, on est resté le plus neutre possible parce qu'il y a beaucoup de formes qui existent et chacune avec des avantages, voire selon votre mode de vie des inconvénients. Tout à fait. Le mieux c'est d'en parler avec votre vétérinaire qui vous conseillera. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à le liker, le partager et abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony et Léon. Merci Nova pour ta participation, tu as été adorable. Et pour Nova spécifiquement, je vous invite à revoir le sujet MDR1, tester mon chien pour MDR1, bah oui Nova, berger américain miniature ou berger australien. Parce qu'il y a certains antiparasitaires externes qu'on ne peut pas utiliser s'ils ont été testés MDR1. En tout cas, laissez-nous des commentaires sur la chaîne, on est toujours heureux de vous lire et à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt Amaury. À bientôt Valérie, merci.